France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre talk de fin d'après-midi sous une journée d'été, on peut le dire, quasiment à Paris. On est ravi de vous retrouver avec Islam Saïdi. Salut Islam. Salut Christophe, salut à tous. Comment ça va ? Ça va et toi ? Impeccable. Belle journée ensoleillée, profitez-en parce que demain ça se corse, hein. C'est un peu comme ça d'ailleurs. Dès qu'on commence à s'y habituer, hop, ça flotte. Avec dans cette émission tout à l'heure la mi-amar pour l'éphéméride, la télé, le sport bien sûr, avec heureusement les féminines représentent bien le foot français à l'image des garçons. Voilà, hier soir la Ligue des Champions côté féminine a plutôt bien marché, on y reviendra tout à l'heure. Et puis le j'aime ou j'aime pas, les minutes Libertad. Ton avis tranché mon cher ami Islam ? Ça marche. On va parler de Manuel Valls. De Valls, de Macron et de Hamon. Ah, très bien. Que du beau monde, quoi. Ouais, le fameux trio, quoi. Le fameux trio infernal et le coup de cœur de Islam. Voilà, bah ça on verra tout à l'heure, je vous laisse la surprise. Très bien. Et puis notre ami Amou Bouakaz qui devrait pas tarder à arriver. Voilà, il attend un Uber pour faire simple. Voilà, donc les Uber c'est pas aussi rapide qu'on le croit, hein, visiblement. Voilà, pour venir. Prendre un taxi alors. Bah c'est ça. Voilà, on aurait dû préférer le taxi, c'est ça. Voilà. Bienvenue à vous sur France Maghreb 2. C'est parti donc avec tout de suite notre coup de cœur musical. Tu connais Idir ? Ah le chanteur oui, Idir. oui. Eh bien, il sort un nouvel album. Non. Dans lequel il a invité plein d'artistes avec qui il chante, notamment Charles Aznavour qui va interpréter la bohème en kabyle. Eh bien, le morceau que j'ai choisi de vous faire écouter, c'est Idir et Maxime Le Forestier pour la chanson célébrissime Né quelque part en version kabyle. Là. On écoute ? Ah ouais, c'est pas mal, tu vas voir. C'est bien. On écoute, c'est parti pour le coup de cœur. Extrait du nouvel album de Monsieur Idir. Maxime Le Forestier et Idir. Donc, extrait du nouvel album de Idir qui sort au mois d'avril. C'était Né quelque part en version kabyle. Pas mal, hein, Islam ? Ah, j'ai kiffé. Ouais, bien, voilà. Il y en a d'autres, hein. On vous a fait écouter l'autre fois celle de Francis Cabrel avec Idir dans La Corrida. Et puis on fera écouter prochainement celle de Charles Aznavour qui chante la bohème en kabyle. C'est quelque chose, donc Idir a réuni pas mal d'artistes pour interpréter pas mal de succès dans ce nouvel album qui sort au mois d'avril. Donc à suivre dans les bacs, bien sûr. Dans un instant sur France Maghreb 2, on est de retour avec le zapping. Il y a un zapping bien chargé, bien sûr, aujourd'hui à commenter avec vous au 01 40 33 9000 pour nous rejoindre par mail aussi lgf@francemaghreb2.fr et sur la page Facebook pour notamment répondre à la question du jour aujourd'hui qui est toute simple. Pensez-vous que les partis socialistes et républicains exploseront après la défaite de leur candidat au présidentiel, bien sûr. Vous allez sur la page Facebook pour y répondre, pour commenter et donc répondre à la question du jour par mail aussi lgf@francemaghreb2.fr ou en nous appelant 01 40 33 9000. Soyez les bienvenus, c'est le grand forum, c'est Islam Saïdi est avec nous, Amou Bouakaz qui nous rejoint dans un instant. Bienvenue en ce jeudi. Je ne me rendrai pas. Je ne me retirerai pas. Oui, je serai candidat à la présidence de la République. Il n'y a qu'une seule chose qui m'empêcherait d'être candidat, c'est si mon honneur était atteint, si j'étais mis en examen. Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen ? Vous seriez mis en examen, est-ce que vous seriez candidat ? Non, je ne serai pas candidat. J'ai entendu un très grand nombre de fois des Français me dire « Nous, quand on passe devant le radar, on paye. Vous, là-haut, on a l'impression que vous payez jamais. » Et ça, il faut que ça change. Christophe sur France Maghreb 2. Eh oui, on est là, il faut que ça change, disait François Fillon. Voilà, merci d'être avec nous en direct dans cette émission du Grand Forum jusqu'à 18h30 avec Islam Saïdi qui est avec nous, qui nous réserve une petite chronique sur le trio infernal tout à l'heure à 17h, à ne pas louper. Amou Bouakaz qui devrait pas tarder d'arriver, il est à côté, donc on l'attend avec beaucoup de plaisir, bien sûr. Ouais, d'impatience, oui, exactement. Ouais, je suis impatient de le voir. Eh ben voilà, tu vas le rencontrer, tu vas voir. C'est un bon blagueur. Okay. Vous pourrez évidemment intervenir, nous appeler au 01 40 33 9000 pour bien sûr répondre à cette question. Pensez-vous que les partis socialistes et républicains vont-ils exploser à l'issue de l'élection présidentielle et surtout peut-être après l'élimination d'ailleurs de leur candidat, ce qui apparaît comme possible aujourd'hui si on en croit donc les sondages. Eh bien, vous nous répondez à cette question sur la page Facebook France Maghreb 2, par mail aussi lgf@francemaghreb2.fr ou en nous appelant donc, je le disais, 01 40 33 9000. Je rappelle aussi à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent, notamment du côté de Dijon, qu'on débarque du côté de Dijon pour un grand forum spécial mercredi prochain, le 5 avril, donc du côté du café-restaurant La Trinidad, c'est place du Théâtre à Dijon. Soyez là, donc vous pouvez réserver votre place limitée bien sûr, pour venir nous voir, nous rencontrer, participer, échanger avec de nombreux
nombreux invités qui seront sur le plateau, donc au café-restaurant Trinidad, place du Théâtre à Dijon, mercredi prochain pour un LGF spécial en direct de Dijon. On a hâte de vous rencontrer et d'échanger avec vous, amis Dijonnais, Dijonnaises, puis en même temps goûter la moutarde, bien sûr. Ça c'est classique. Ceci étant aussi, je voulais vous parler de quoi d'autre? Eh bien de plein d'autres choses que je vous dirai donc tout à l'heure à l'issue de cette émission. On va évidemment commencer le zapping dans quelques instants sur France Maghreb 2. Je propose quand même qu'on attende notre ami Amou Bouakaz, comme ça on pourra discuter ensemble tranquillement. Et puis je recevrai aussi un chanteur de Chabi tout à l'heure à 17h qui est de passage au centre culturel algérien demain soir. C'est un chanteur mais aussi peintre que on va découvrir tout à l'heure donc à 17h. Il sera avec nous sur France Maghreb 2. Il s'appelle Sissan Saadi. Voilà, si vous connaissez donc ce chanteur, il sera avec nous pour nous parler de son concert, à la venue de son concert donc au Centre culturel algérien qui se situe, je le rappelle, au 171 rue de la Croix-Hiver à Paris, dans le 15e, donc à 17h. Musique et Amou Bouakaz devrait pas tarder d'arriver. Du moins je l'espère. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 93.8 FM. Sur 93.8 FM. À Marseille et toute sa région. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. Le grand forum évidemment en direct jusque 18h30. Enfin il est arrivé, dites donc, monsieur Bouakaz, vous avez pas l'habitude de me faire des petits trucs comme ça? J'ai été une victime collatérale de la loi Macron. Pourquoi? Puisque j'ai été zappé par 2 Uber consécutifs. Un qui est arrivé à un endroit où j'étais pas, et l'autre qui, me voyant avec un chien, a refusé de me prendre. Voilà, donc en plus c'est pas pour, c'est que des gens de chez nous. Hein. Je voudrais pas, tu vois, mais donc voilà, à cause de ça, je suis en retard. Voilà. J'espère au moins que c'est des auditeurs de France Maghreb et que je pourrai donc leur dire combien ils ont eu tort de me faire arriver en retard sur cette si belle radio, si écoutée par le monde entier, qui est haletant devant les propos de grande tenue que nous allons tenir aujourd'hui. Tenir, c'est pas très bien. Ouais. Bon, je crois pas si bien dire. Je te présente Islem. Vous connaissez pas les gars, Islem Saidi, Amou Bouakaz, voilà. Islem est un monsieur qui fait beaucoup de vidéos sur Facebook notamment, des vidéos qui atteignent quand même des vues, beaucoup de vues. Parfois, ouais. Un humoristique, voilà. Et monsieur Amou Bouakaz, c'est bon ça. Tout le monde le connaît, monsieur Bouakaz, bien sûr, toujours aussi militant. Ouais, mais actif. Je sais pas trop pour qui, j'avoue. Toujours pas trouvé. Bon, allez, on va passer sans plus tarder au zapping, c'est parti. Vous le savez, messieurs, hier a été déclenchée pour une nouvelle fois une alerte enlèvement. C'est la 20e d'ailleurs, concernant ce petit Bichente. Un enfant a été enlevé. Mobilisation pour retrouver Vicente, 5 ans et demi, 1 mètre environ, les cheveux châtains, les yeux marrons. Il a été enlevé hier à l'heure du déjeuner par son père dans un camp de gens du voyage à Clermont-Ferrand. Enlèvement dans un contexte parental tendu autour de la garde des enfants. L'homme a fait irruption au pied de la caravane, menaçant son ex-compagne avec une arme de poing, avant de prendre la fuite avec son fils aîné à bord d'une voiture de marque BMW ou Mercedes de couleur noire, immatriculée dans le Puy-de-Dôme. L'homme est un détenu en fuite, écroué pour des faits de violence au centre pénitentiaire de Riom. Il s'est évadé en décembre dernier, profitant d'une permission de sortie. C'est la 20e fois que l'alerte enlèvement est déclenchée en France. Elle a jusqu'à présent toujours permis de retrouver les enfants sains et saufs. Voilà, 20e fois. C'est vrai que d'habitude c'est un peu plus rapide. Là, cette fois quand même à cette heure-ci. Donc l'alerte enlèvement a été déclachée hier soir. Toujours pas de nouvelles, ni du papa, ni de l'enfant évidemment. Là, a priori, c'est un homme assez dangereux. Puisqu'il s'est évadé de prison, il est armé et c'est en fait un conflit entre 2 familles de gens du voyage. Donc voilà, l'alerte enlèvement, c'est une bonne chose, Amou? Tout ce qui contribue à essayer de retrouver un enfant vulnérable, sans défense, qui est l'otage de querelles entre adultes, oui, évidemment, c'est bien. Je suis comme vous, je suis comme toi, je suis assez inquiet. Ouais, il y a de quoi en tout cas. Alors bon, ça dit aussi peut-être des choses sur notre époque, quoi. On fait pas des enfants pour soi, hein, faut jamais oublier ça. Les enfants, on les fait pour eux, et ça, de temps en temps, c'est pas facile, hein, mais c'est important de faire des enfants vraiment pour leur donner leur chance dans la vie et pas pour s'en servir.
Sur les réseaux sociaux, Islam, c'est beaucoup partagé. Quand on met une alerte enlèvement, tout le monde joue le jeu. Oui, tout le monde. C'est vrai que tout le monde joue au jeu du partage. C'est aussi à ça que ça sert les réseaux sociaux. C'est pour ça que c'est les bons côtés, on va dire, de ces entreprises-là. Ouais. Alors autre chose dans le zapping, vous savez hier après-midi, la Theresa May, la Première ministre britannique, a lancé au Parlement britannique, a annoncé la sortie donc de l'Angleterre de l'euro, le fameux Brexit. Quelle est la facture du Brexit? C'est la question à laquelle a tenté de répondre hier le journal de France 2 hier soir. Alors justement, quelle serait la facture pour le Royaume-Uni au total? Alors pour se séparer de l'Union, le Royaume-Uni doit payer un solde de tout compte. Londres a signé des engagements pour plusieurs années, au-delà de 2020. Il doit les respecter comme quelqu'un qui doit payer sa tournée même s'il part avant la fin de la fête. Ce sont des fonds d'aide pour les pays les plus pauvres de l'Union, des fonds pour financer les infrastructures ou encore pour payer les retraites des fonctionnaires européens. Entre 25 et 60 milliards d'euros, c'est le ticket de sortie selon la Commission. Côté britannique, on conteste cette estimation. La négociation promet d'être rude. Et quel est le calendrier? Alors, les négociations devront durer 2 ans maximum, donc se terminer avant le 29 mars 2019. Voilà pour le calendrier, la facture s'annonce salée quand même pour l'Angleterre, Amou. Oui, bon, ça va faire l'objet d'une négociation qui va être menée sur le temps long. Honnêtement, personne n'a vraiment intérêt à ce que ça se passe mal, cette affaire-là, parce que ça va déjà poser beaucoup de problèmes, ça va déstabiliser beaucoup d'équilibre. Bon, certains nous disent que c'est une bonne chose. Là, pour l'instant, moi, je n'arrive pas bien à l'envisager comme étant positif, même si, le peuple est souverain, il a voté, et donc il faut faire ce qu'il dit. Islam, le Brexit, ça te parle? Ça me parle. J'aimerais pas qu'on passe au Frexit. Moi, ça me fait un peu peur. Justement, moi, j'aime bien. Moi, je suis un Européen convaincu, donc pour moi, l'Union fait la force. Ouais. En tout cas, l'Angleterre, visiblement. T'aurais dû me le présenter avant, ce mec-là. On est d'accord, c'est cool. Attends, pas surtout. J'en suis sûr qu'il va bien y avoir un désaccord quelque part bientôt. On va trouver. On va trouver. Pas de mal même. Enfin, s'il fait des vidéos de moi sur Facebook, ça le va. Hein. Je pense que je peux être. Je suis achetable, hein, comme tout homme politique. Hein. C'est une question. François Fillon, vous connaissez, messieurs? Rien que le nom m'amuse. Invité de la matinale d'RTL ce matin, interrogé sur son face-à-face dans l'émission politique sur France 2 avec des infirmières. Il répond mise en scène de France 2. Écoutez. Je voudrais revenir alors sur tout à fait autre chose, François Fillon. Une image qui a frappé ceux qui l'ont vu, c'est votre confrontation avec les infirmières dans un reportage sur France 2. Alors elles vous parlaient épuisement professionnel, vous leur avez répondu dette publique pour justifier le passage de 35 à 39 heures dans la fonction publique. Ça a été perçu comme d'une grande froideur, comme d'un certain mépris. Est-ce que c'était le cas? D'abord, madame, je connais parfaitement les souffrances des infirmières, des personnels de santé. J'ai présidé pendant des années le conseil d'administration de mon hôpital, d'une maison de retraite. J'ai été président d'un département qui gérait des EHPAD. Et pendant les 3 ans où j'ai préparé mon projet, j'ai rencontré un très grand nombre de professionnels de santé. Naturellement, ça avait peu de choses à voir avec la petite mise en scène organisée par France 2, avec juste des responsables de la CGT. Bien sûr, non, il faut pas que je parle de ça. Non, c'est pas ça, c'est que je voudrais qu'on parle du fond. Non, pas du tout, mais je voudrais qu'on parle de la fonction publique et des 35 à 39 heures. La télé-réalité, c'est très intéressant. La mise en scène, c'est très intéressant. Vous dites que vous avez été le choix des séquences, car dans cette confrontation, j'ai aussi expliqué au personnel qui était en face de moi que s'agissant du vieillissement de la population, il y avait un besoin supplémentaire et il y aura forcément un besoin supplémentaire. Voilà, François Fillon ce matin qui parle de mise en scène. En fait, les hommes politiques dans ce pays, hommes et femmes d'ailleurs, dès qu'ils sont en difficulté, parlent de mise en scène, parlent de télé-réalité, voilà. Mise en scène complot. De sa part, c'est quand même gonflé parce que dans le public, il y avait toute sa bande d'amis. Hein. Ah oui, ça c'est clair. Ça, on va pas oublier que quand il y a eu l'intervenante qui est venue Christine parler, Angot, ouais. Exactement, tout le monde a crié oui, c'est indigne, c'est lamentable et tout ça. Non mais attends, c'est lui qui parle de mise en scène alors que lui, il nous a fait une vraie mise en scène sur le plateau de France 2. Non, attends. Tout le monde savait qu'elle viendrait en plus. Hein. Oui, même lui. Ouais. Alors bon, par contre, si j'en crois Islam, les amis de François Fillon, ça tient dans un studio télé. Oui. C'est mauvais pour la suite. Hein. Wow, c'est mauvais pour la suite. En tout cas, ils sont. Non, mais moi, je trouve que c'est 2 fois pathétique. La première fois, moi, la mise en scène, je l'exclus pas. Ils sont tellement tordus à la télé qu'ils peuvent très bien avoir aggravé un petit peu le trait pour buzzer. Ouais. Mais le vrai sujet, c'est que le type te dit. Je connais très bien la souffrance des infirmières. J'ai été président de mon hôpital et président d'un EHPAD. Excuse-moi, mon vieux. Moi, je suis président d'association. Je ne connais pas le boulot de la femme de ménage de mon assos. C'est uniquement quand je
prend du temps pour être à côté d'elle quand elle passe la serpillière, que je sais ce que c'est que de faire le ménage. Donc ça, c'est tout à fait un tropisme des politiciens. C'est je dirige, donc je sais. Non, tu sais rien du tout. Ouais. Je veux dire, et ça serait d'ailleurs très bien que parmi les mesures de la réalisation de la vie politique, on oblige les élus à faire des stages pratiques dans les endroits dont ils ont la charge. Voilà, ça serait quelque chose. Moi, je me le suis auto-administré, mais parce que voilà, c'est ma nature, j'aime bien comprendre, mais ça devrait être beaucoup plus systématisé. Alors, petit aparté, parce que j'avais promis de vous tenir au courant, on joue la transparence ici dans cette émission, dans le Grand Forum. On a contacté les différents candidats à l'élection présidentielle. J'ai un retour qui a été acté pas plus tard que tout à l'heure. Emmanuel Macron a donné son accord pour répondre à mes questions. Ah, très bien. Donc voilà. Emmanuel Macron, c'est pour des raisons assez évidentes. Emmanuel Macron, il sait que son positionnement politique le prédispose à avoir beaucoup de voix parmi la classe moyenne musulmane. Ça, c'est tout à fait évident. Il a un positionnement qui est tout à fait ouvert sur les questions de laïcité. C'est quelqu'un qui a compris le problème central de l'emploi en banlieue. Alors, est-ce qu'il a les bonnes réponses? C'est une autre chose. Voilà. Mais c'est important. Je pense que c'est un bon signe. Même Asselineau, qui venait souvent chez nous avant, il vient pas? Asselineau, je l'ai contacté à plusieurs reprises. On m'a promis qu'il viendrait. J'attends. Mais je suis pas du genre à courir par derrière. Donc, non, mais là, voilà. Donc voilà, je pense que là, à mon avis, il profite un peu du buzz médiatique, de l'exposition qu'il peut avoir à l'occasion de cette campagne, ce qui est tout à fait normal d'ailleurs. Il reviendra chez nous bien. Il reviendra après, bien entendu, pour les législatives, parce que faut pas en oublier quand même. On parle beaucoup des présidentielles en ce moment, mais il y a un rendez-vous d'autant plus important, si ce n'est même peut-être plus important, c'est les législatives au mois de juin. Non, je pense que le grand rendez-vous, c'est en septembre, quand tout le monde sera dans la rue, quel que soit le président élu. Ça, oui, ça, il y a des chances. Alors, autre chose dans le zapping, pendant que Manuel Valls faisait son annonce hier chez nos confrères de BFM TV, concernant donc Emmanuel Macron, pour lequel il avait voté, donc, Emmanuel Macron était au même moment sur Europe 1 et lui a répondu. Écoutez. D'abord, je l'en remercie. Je pense que ça traduit ce que j'avais indiqué il y a plusieurs mois, c'est-à-dire que les primaires n'étaient pas en situation de regrouper l'ensemble de la gauche, et cela traduit le fait que les sociodémocrates et les femmes et les hommes de gauche responsables sont prêts à s'inscrire dans une démarche qui est la mienne. Pour ce qui est de la démarche donc et de ce que j'entends conduire, je l'ai dit, je serai le garant du renouvellement des visages, du renouvellement des pratiques, derrière laquelle... Ça veut dire que vous ne gouvernerez pas forcément avec lui si vous êtes élu. Vous l'avez compris. Voilà, c'est clair, le message est très clair. Non, mais si tu veux, c'est rigolo, parce que Valls, il arrive avec son garrot catalan, l'autre, il veut l'attraper au lasso, tu sais. Viens, et l'autre, il se planque. Non, je veux pas venir, tu me le feras pas. Non. C'est génial. Alors, c'est justement, comment as-tu ressenti cette annonce, Amou, Manuel Valls, qui ne respecte pas sa parole, finalement, sur cette antenne, j'avais dit précisément ce qui allait arriver. J'avais dit que ça se passerait très bien pour Macron jusqu'au moment où les caciques du hollandisme se rallieraient à lui pour lui faire le coup du boa constrictor. C'est ce qu'ils sont en train d'essayer de faire. Et on embarque avec lui Malek Bouti et tout le team. Comme lui, il a compris, il va essayer de pas se laisser faire. Ouais. Mais c'est vrai que, en fait, le but là, c'est de l'affaiblir. C'est un cadeau empoisonné? Ah évidemment. Ouais. Il y a deux effets. Il y a un effet, puis après il y a l'effet induit. L'affaiblir au niveau des présidentielles, parce que forcément, t'as tout un tas de gens, notamment de cette classe moyenne musulmane et ça, qui que ce ralliement va éloigner. Vous avez d'ailleurs vu qu'un général, je ne me souviens plus de son nom, est parti. Est parti de chez Macron, oui. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle moi j'ai pas fait ostensiblement connaître ma position, parce que je vois toutes les mange-merdes débarquer, donc j'attends de voir. Alors c'est marrant, de Robert Rue à Alain Madelin. Ouais. Donc j'attends de voir ce qui va se passer. Quand même. Je pense qu'on va être surpris. Et donc je pense que ça va fragiliser. C'est une bulle, Emmanuel Macron? Non, c'est pas une bulle. Parce que je pense qu'il a eu vraiment une très très bonne intuition et qu'il a très bien compris où en était la situation française. Seulement, les vieux caciques, ils n'ont pas du tout l'intention de lui laisser la place. C'est quoi son erreur d'après toi? En fait, c'est mécanique son erreur. C'est-à-dire que à partir du moment où tu es en pointe, tu ne peux pas empêcher les gens de se rallier à toi. Donc, et eux, ils ont leur timing et toi, t'as le tien. Si Valls s'était rallié entre les deux tours, c'était beaucoup plus simple. Ouais. Là, il se rallie avant le premier tour. Je pense que c'est pour le fragiliser. Il faut qu'il affaiblisse Macron. Donc, je finis ma démonstration. Il faut que Macron soit au deuxième tour, mais pas avec un score trop important, pour que quand
on sera au niveau des législatives, Valls puisse retrouver de la valeur et monnayer son soutien avec un groupe de députés socialistes. Mais doit-il justement quitter le Parti Socialiste? Est-ce qu'il doit être exclu du Parti Socialiste, tous ces gens qui ont décidé de rejoindre Macron? Alors, je t'explique. Tu quittes une maison, quand il y a des portes, il y a des fenêtres. Ouais. Quand la maison, c'est juste un plancher, ouais. Bah, il n'y a plus rien. Donc, bientôt même le Parti Socialiste va soutenir Macron. Non, mais je pense que vraiment, la question de l'existence du PS, le PS va vraiment vivre des moments de grande turpitude. Et moi, d'ailleurs, je sais pas s'il y a des avis tranchés aujourd'hui ou pas. Oui, bien sûr. Donc, moi, j'ai un avis tranché demandant à Benoît Hamon de se retirer au profit de Mélenchon. Ah oui, très bien. Oui. Bah, justement, on va parler dans le zapping, mais très intéressant. Mais alors, tout ce qui s'est pris quand même depuis hier matin sur les réseaux sociaux, Manuel Valls, avec un tweet qui résume tout, c'est celui de Arnaud Montebourg qui parle d'un homme sans honneur. C'est dur. Bah oui, mais surtout quand il a été Premier ministre de la France, tu vois. Dire quelque part, quand on parle de Valls, on parle quand même du Premier ministre de la France. Et je pense que ça devrait nous faire réfléchir sur ce que c'est que le fond du français. Ouais. Et voilà, j'ai tout dit. Moi, je suis très peu, je suis très peu plein d'espoir sur la capacité des gens à se dépasser. Il faut quand même se souvenir que c'est les mêmes qui en avril ou en février ont applaudi Pétain, qui en août ont applaudi De Gaulle. Donc c'est quand même un pays dans lequel tout est absolument possible. Et ce que vient de faire Valls, c'est du même genre. Est-ce qu'on peut dire concrètement aujourd'hui qu'il y a peut-être une certitude, c'est que Marine Le Pen soit au second tour de cette élection? Pour le reste, c'est ouvert? Non, il n'y a aucune certitude, même pas celle-là. Même pas celle-là? Non. Bien qu'elle soit créditée de plus de 30%. Moi, je vous dis, mon intuition, c'est que Fillon va être élu président. Ah oui? Oui. Mais c'est pas possible, ça. Je sais que c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, c'est ce que je pense. Après tout ça, les Français oseraient. Je te rappelle qu'ils ont réélu systématiquement Balkany, qu'ils ont réélu Serge Dassault. Il y a un point commun d'ailleurs avec Balkany. Sa femme est mise en examen, tout comme Isabelle. Tout à fait. Voilà. Donc Balkany aussi, il gère super bien sa ville. En fait, Balkany, on va dire, les citoyens sont très ravis de sa gestion, donc on va dire, ils font l'impasse sur certains citoyens, parce que en tout cas ses électeurs. Mais après, c'est différent parce que Fillon, c'est quand même un mec qui a été Premier ministre aussi, mais qui. Mais vous vous rendez pas compte l'envie d'alternance. Regardez ce matin ce qu'il a fait, Fillon. Il a fait ce qu'il devait faire. Il a commencé à dire Emmanuel Hollande. C'est-à-dire qu'il va tout faire pendant ce mois-là pour balancer des scuds en expliquant que Macron c'est le c'est le fils de Hollande. Et Macron va se retrouver dans un corner. Il va avoir beaucoup de mal. C'est tout à fait faux quand même. Oui, mais lui c'est ce qu'il essaie de vendre qu'il y a de la différence. Et de fait il y en a. Et donc ça va devenir compliqué pour lui. Alors, très compliqué. Après cette annonce, évidemment, ça a provoqué beaucoup de réactions avec Benoît Hamon qui a fait un appel solennel, un appel du pied à Mélenchon et aux communistes hier après-midi notamment. Et hier soir, Jean-Luc Mélenchon, donc qui était en meeting au Havre, a répondu tout simplement à Benoît Hamon et à son appel. Écoutez plutôt. Ce n'est pas parce que s'éparpillent au gré des vents les plus divers ceux qui a prétendu hier vous représenter que moi je changerai ma façon de faire. Je resterai fidèle à la parole donnée, d'abord celle que je vous ai donnée à vous. Je ne dépends que de vous. Et je ne négocierai rien avec personne à aucun moment à cette étape. Bon, une fois de nous recevoir, tout simplement, à l'appel de Benoît Hamon. Ce que Benoît Hamon a regretté, lui, qui était en meeting à Lille avec Martine Aubry. Donc Jean-Luc Mélenchon dit non. Mais il peut pas dire oui, Jean-Luc Mélenchon. Lui, il a fait un pari. Il a fait un pari depuis presque un an. Et il l'a dit explicitement, parce que l'avantage de Mélenchon, c'est qu'il est éloquent et il est précis. Il dit... La candidature socialiste est inutile. Ce sera une noix entre deux branches du casse-noix, la mienne et celle de Macron. Et les faits sont en train de lui donner raison. Et tu veux qu'il change de politique? Il a réussi à obtenir ses signatures envers et contre le PC, qui lui est bien embêté là par contre. Le PC aimerait bien que ça se calme. Parce que lui, ce que le PC craint, c'est de perdre ses dernières circonscriptions. Et il sait très bien que si on humilie le PS, le PC n'aura plus de députés. Ouais. Mais d'un autre côté, Mélenchon, qui voit qu'il a le vent en poupe, veut essayer aussi, lui aussi, de mettre une fois pour toutes le PC hors jeu. Donc, je pense que le PC va tout faire pour essayer de faire se rabibocher Hamon et Mélenchon. Et je pense que si Hamon était un grand leader, je pense qu'il lui reste une petite fenêtre de tir pour dire, bon, ok, d'accord, j'ai compris.
je vois que Mélenchon est en tête. Les divergences entre Mélenchon et moi sont faibles. Oui. J'ai aucune chance. Je me rallie à sa candidature et comme ça, je permets éventuellement à la gauche d'être au second tour. Et dans ces cas-là, tout est possible. Bah, dans ces cas-là, t'imagines l'effet de souffle? Ça redonne de l'espoir à pas mal de gens à gauche. Et pourquoi pas l'inverse? Parce que je pense que Hamon est complètement grillé. Enfin, je veux dire, il est dans une spirale infernale. Il pourra jamais s'en remettre. Le Parti Socialiste n'a-t-il pas, en la candidature de Benoît Hamon, peut-être un vrai homme de gauche depuis longtemps? Oui, mais comment tu fais pour faire vendre un vrai homme de gauche quand t'as gouverné un tout petit peu à gauche et beaucoup pas à gauche? Ouais. C'est compliqué. Islam, Mélenchon qui dit non à Benoît Hamon, ça t'étonne? Bah non, ça m'étonne pas. Justement, vu les faits, je dis pas ce que je souhaiterais, mais vu les faits, ce serait plus Hamon qui devrait rejoindre Mélenchon. Parce que Hamon, il est vraiment seul. Il se fait dépasser d'ailleurs par Mélenchon dans les sondages. C'est dommage parce qu'on pourrait avoir une vraie gauche justement avec les deux qui s'allieraient, mais bon. Ouais. Ça dépend pas de nous. Il y a une histoire d'ego aussi, de personnes. Hamon, faut pas l'oublier. Bien sûr, mais dans les élections présidentielles, c'est l'érection de l'ego. Tu vois, c'est ça. Vraiment, on ne parle que de ça, en vérité. Allez, Ce sont dans un des gens instant, qui pensent incarner la France. C'est pas facile. Hein. on est de retour, messieurs dames, avec la suite et fin de ce zapping. Ça va être très rapide. Les avis tranchés de Monsieur Bouakaz et de Islam Saïli. Puis on va tenter de répondre à cette question. Est-ce que vous pensez qu'après les élections présidentielles, après l'élimination de leurs candidats, les partis socialistes et les Républicains risquent d'exploser? C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui, à laquelle vous allez aussi, vous messieurs, répondre dans un instant. Ne bougez pas. France Maghreb. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec Abou Bouakaz et Islam Saïli sur votre radio France Maghreb 2. On fait une petite pause si vous permettez, messieurs. Musique pour nous conduire au centre culturel algérien où va se dérouler demain soir un concert de musique. Et nous avons pour en parler monsieur Sisson Saadi. Bonsoir monsieur. Allô? Oui, bonsoir monsieur Saadi Sisson. Bienvenue à vous sur France Maghreb 2. Je le disais donc demain soir au centre culturel algérien, 171 rue de la Croix-Hiver à Paris. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu aux auditeurs? Vous êtes un chanteur de Chabé. Un chanteur de Chabé depuis 50 ans déjà. Depuis 50 ans, donc un grand monsieur de la musique algérienne. Et mon petit doigt m'a dit aussi que vous étiez peintre, paraît-il, c'est vrai? Oui, je suis artiste peintre aussi. Par contre, est-ce que vous pourriez parler près du téléphone, parce que histoire qu'on vous entende bien, voilà. Je suis aussi artiste peintre et chanteur de Chabé. Très bien. Alors, donc, oui. Demain soir au centre culturel algérien, ça va être des classiques que vous allez nous interpréter, des grands standards du Chabé, de votre répertoire. Oui, d'abord j'ai chanté la nostalgie des années 70-80. C'est des chansons, c'est des poids lourds, disons, parce que les gens aiment le Chabé original, le vrai. Oui. Et en même temps, il y a 3 ou 4 nouvelles chansons de ce temps-là, 2017. Alors côté musicien, ça se passe comment? Il y a beaucoup de musiciens qui vous entourent, c'est un véritable spectacle? Oui, c'est un véritable spectacle. Il y aura des noirs qui les connaissent quand même un peu partout à travers le monde, et même à Paris. C'est le bon journaliste, un des plus grands. Il y aura aussi un percussionniste Nasser, très connu aussi. Et il y aura d'autres aussi, le pianiste, le violon, etc. Et moi, dans le monde d'Ol. Ouais, une belle soirée festive donc au centre culturel algérien. Dites-moi une petite question. Quel est votre regard sur les nouveaux talents du Chabé aujourd'hui, vous qui avez 50 ans de carrière? Est-ce que vous pensez que la relève est assurée ou il y a encore un peu de travail? Moi, je pense qu'il manque un peu de travail, mais la relève sera assurée, peut-être. Très bien. C'est pas facile de juger comme ça au plus. On vous donne rendez-vous en tout cas demain soir au centre culturel algérien. Ça commence à quelle heure? 20h? Ça commence à 21h en principe. Et il y aura aussi une exception dans cette soirée. Je ferai un duo avec ma fille, Malia Sadi.
Très bien. Eh bien, écoutez, pour les amateurs de Chablis, et Dieu sait s'il y en a beaucoup, rendez-vous donc demain soir au Centre culturel algérien, 171 rue de la Croix-Hiver. Monsieur Seysan Saadi, merci beaucoup en tout cas, et bon concert pour demain soir. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. Voilà. Dommage que la qualité du téléphone n'était pas au rendez-vous, voilà, parce qu'on aurait pu lui poser d'autres questions, mais voilà, c'était pas top. Alors pour finir ce zapping, messieurs, c'est une journaliste qui a fait les frais d'un militant de François Fillon. Elle a osé lui poser la question: pourquoi vous êtes venu? Voici sa réponse. Pourquoi vous êtes venu ici ce soir? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Ça te regarde? S'occuper des affaires des autres, c'est de l'indiscrétion. Les diffuser, c'est de la diffamation. Mais je pose juste une question, monsieur, pour savoir pourquoi vous venez au meeting. Terme générique qu'utilisent ceux qui en vivent. Ceux qui en vivent, faut leur vivre dans le purin et dans le fumier. Je ne fais pas les poubelles. Tu vas chier dans ta caisse et maintenant tu t'occupes d'un autre. Et toi, qu'est-ce qui te permet? Ah non, monsieur. Mais qu'est-ce qui vous... C'est un métier, vous en avez pas honte. Voilà. Bah, faut faire gaffe quand vous allez au meeting de François Fillon ou de Marine Le Pen, ça peut être dangereux quand on est journaliste à Moubouakaz. Oui, mais enfin, tu vois, d'un autre côté, il y a aussi une vraie difficulté pour le citoyen lambda qui n'a pas forcément envie qu'on le voit, qui n'a pas forcément... Et il y a quand même aussi la presse. Moi, j'ai été quand même dans pas mal d'endroits où les journalistes, ou les caméramans, pour pouvoir filmer, par exemple, un homme politique, sont prêts à tuer père et mère, te donnent des coups, tapent ton chien, et n'en ont strictement rien à foutre de personne. Donc c'est dommage pour cette journaliste-là, mais que de temps en temps, il y en a un qui prenne pour lui juste leur montrer que de temps en temps, quand même, un tout petit peu plus d'égard pour la matière, entre guillemets, qui leur sert à faire leur métier, c'est pas forcément une mauvaise chose. Alors, tu veux dire qu'ils assument pas de venir au meeting de leur candidat? Non, pas forcément, mais ils sont pas obligés d'être filmés. Enfin, je veux dire, il y en a qui sont timides, il y en a qui, tu vois, qui ont pas envie forcément de parler. Je vois pas pourquoi on les interviewerait forcément, on les forcerait. Pourquoi? Bon, Islam, t'es assez d'accord avec ça ou pas? Pas trop, non. Bah du coup non. Bah si tu viens à un meeting, tu sais que ça sera médiatisé, tu sais qu'il y aura des caméras. Faut pas se plaindre au bout d'un moment s'il y a une caméra, une journaliste qui vient de parler. Faut pas. Ça c'est un peu. Tu peux lui répondre un peu plus élégamment, je veux dire. Tu peux lui répondre plus élégamment. C'est pas. Tu sais, bon, en même temps. Pas interdit. Ça représente bien l'électorat de. Je vais pas au meeting de Fillon, tu vois. Ouais. Mais moi, pour m'être fait vraiment cogner plusieurs fois par des caméras et vraiment être balancé vraiment comme rien du tout. Salaud de journaliste. Par des journalistes, je suis pas de ceux qui ont beaucoup de compassion. Oui. Bon. Très bien. Alors, eh bien, ça en est terminé pour le zapping, du moins pour aujourd'hui. Bien sûr, on va passer donc aux avis tranchés. Avis tranchés. Donc, on va commencer d'ailleurs par celui d'Amou Bouaka. C'est parti, jingle, on y va. Alors piétinez-moi, allez-y. Amou Bouaka a un appel à faire envers Benoît Hamon. Quand ça veut pas, ça veut pas. On avait organisé des belles primaires, on avait organisé de beaux débats, on avait fait surgir de belles idées, on avait gagné. Et voilà que patatras. L'ensemble des forces coalisées ont décidé de passer toute leur énergie à affaiblir le candidat vainqueur des primaires. Pourquoi l'ont-ils fait? Ils l'ont fait pour purger 5 ans d'incompréhension, 5 ans d'incapacité à choisir, 5 ans de promesses non tenues, 5 ans d'une gauche écartelée entre des pôles inconciliables. Oui, Benoît Hamon a gagné. Mais il a gagné avec des électeurs qui ne sont probablement pas ceux qui votent majoritairement pour le Parti socialiste. Il a gagné avec plus de jeunes, il a gagné avec probablement des forces venant de plus à gauche que lui. Et dès lors qu'il avait gagné, il lui fallait rassembler. Mais dès lors qu'il lui fallait rassembler, il lui fallait donner des signes à des militants, à des collègues qu'il n'a cessé de vomir depuis plusieurs années. Frondeur rattrapé, il n'a pas su
pas pu, pas voulu trouver les moyens de ramener vers lui une partie des socialistes ulcérés par certaines de ses réactions, puisqu'il est allé jusqu'à signer une motion de censure contre le gouvernement. Dès lors, la plupart de ses dirigeants n'ont eu de cesse que de le faire sortir du débat par le bas. La messe est dite. La mise à mort, comme il l'a dit lui-même, a été faite hier par Manuel Valls. Mais il reste une solution à Benoît Hamon pour montrer qu'il est un grand dirigeant. En sortir par le haut. Oui, vous avez voulu me mettre à mort, pourrait-il dire, mais vous ne pourrez pas mettre à mort les idées que je porte. Oui, vous avez joué contre votre camp, vous avez fait prendre le risque que la gauche ne puisse en aucun cas être au second tour, mais je ne vous laisserai pas ce plaisir. Et quoi qu'il m'en coûte, je vais aller voir Mélenchon à son prochain meeting et je vais monter à la tribune pour lui dire que je me désiste en sa faveur. Ce faisant, je vais créer une dynamique si forte, je vais montrer si fortement mon sens de l'État, l'amour que j'ai de mes idées, qui est plus grand que l'amour que j'ai de moi-même, que je vais faire un tremblement de terre qui va ramener vers la gauche tout un tas de gens qui s'en étaient éloignés. Des centaines de milliers d'abstentionnistes vont alors se réveiller et la gauche sera présente au deuxième tour et qui sait, pourra peut-être remporter les élections présidentielles. Mais ceci n'est peut-être qu'un rêve éveillé. Nous le saurons bientôt. La fenêtre de tir est très étroite. Merci Hamou. Appel peut-être entendu par Benoît Hamon. Est-ce que tu penses que il a un ego peut-être un peu moins que les autres et qu'il pourrait être capable de le faire, d'abandonner? Le peu que j'en connais me rend plutôt optimiste. Ah oui? Oui. Je pense que c'est un. Est-ce que ça serait du jamais vu que le Parti socialiste n'ait pas de candidat officiel? Oui. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est du jamais vu. Hein. Oui, de toute façon, la campagne. Qu'est-ce qu'il a comme solution? Il a la solution de faire moins de 10% et de mettre son parti dans une situation extrêmement pénible pour la suite, ou de se retirer et à ce moment-là d'apparaître comme celui qui aura fait le sacrifice de sa personne aux idées de gauche et reprendre de l'altitude pour l'avenir. Parce que Mélenchon, c'est sa dernière campagne. Oui. Donc, s'il fait cela, il se positionne d'une façon formidable pour la suite. Voilà, moi ce que j'en dis. Bon, Islam, ça te paraît possible? Ça me paraît pas possible, mais dans un monde utopique, oui, ça serait bien. Je vous appelle à lire, je l'ai retweeté, un très bon article de Askolovitch qui est bien meilleur que mon avis tranché et qui défend la même position. Très bien. Eh bien, vous pourrez nous dire, amis auditeurs, tout à l'heure si vous pensez possible l'appel et l'avis de Hamou Bouakaz aujourd'hui. Donc tout à l'heure en nous appelant 01 40 33 9000 ou en réagissant bien sûr par mail lgf@francemaghreb2.fr. Alors on va passer à un autre avis tranché. Finalement on reste dans le domaine de la politique, mais peut-être sous une autre lecture, un autre angle, un peu plus humoristique. C'est ça. Avec Islam Saïli. Ok, bonjour à tous. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler de Manuel Valls, aka The Jacket Switcher. Alors après ses retournements de veste maintenant légendaires sur le 49.3, aujourd'hui il nous en fait un nouveau. Petit rappel des faits. Cette année, Manuel Valls est l'homme qui a le moins bien géré sa carrière au monde, pire que Ben Arfa, c'est pour vous dire. En gros, il démissionne de son poste de Premier ministre pour se présenter aux élections présidentielles, mais finalement, il perdra la primaire socialiste, donc du coup, il pourra pas se présenter aux élections. C'est comme si, en gros, que tu vendais ton appart dans le 16e pour acheter une maison dans le 9-2 et que tu finissais locataire à Aulnay-sous-Bois, tu vois. Mais le problème, c'est qu'il s'était engagé publiquement face à Monsieur Pujadas de soutenir le vainqueur de cette primaire, à savoir Benoît Hamon. Il avait même signé une attestation sur l'honneur stipulant qu'il devait soutenir le gagnant de cette primaire. Et en bon jacket switcher qu'il est, il a finalement décidé de soutenir Macron. Une attestation sur l'honneur, ça n'a pas de valeur si tu n'as pas d'honneur. Et l'honneur de Valls, justement, il est parti loin, très loin, même avec la crédibilité du PS. Et celui qui me fait de la peine dans cette histoire, c'est quand même Benoît Hamon. Tu l'as vu, le film Seul sur Mars? J'ai l'impression que c'est un petit peu la campagne de Benoît Hamon. Tout le monde le lâche, tu vois, même les gens de son propre camp. Des
cadres du PS, des élus et même des ministres. Bientôt, même lui, il va être obligé de déclarer les gars, moi je me présente à l'élection présidentielle, mais perso, je vais pas voter pour moi. Je vais voter pour Macron. Et Macron, tu vois, il est quand même balèze. Tu vois, le gars, il se barre du parti. Tout le monde l'a suivi. Il a même pas dit qu'il même me suive. Bon, déjà parce que personne ne l'aime, mais surtout parce qu'il savait qu'il était le seul canot de sauvetage d'un navire en perdition. Waouh. Il était au PS, Macron. Hein. Non, il a jamais été au PS. Il a même pas eu à s'embarrer, tu vois. Il a jamais été au PS, mais il a quand même fait partie d'un gouvernement PS. Ah, tu sais, je vais te la faire à la Macron. Je n'ai jamais été au PS et en même temps, je suis socialiste. Oui. Bon, bah, écoutez, voilà. Et en même temps, je suis centriste. Oui, en même temps, je suis un peu de la droite. Et en même temps, je serai bientôt élu. Enfin, c'est ce qu'il espère. C'est ce qu'il espère, oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu penses du papier écrit par Istem Saïli, Amou? Sans langue de bois. C'est sympa. Enfin, c'est un autre style. Il est vachement plus jeune, tu vois. Il se la raconte pas, tu vois. Mais effectivement, l'ami Manu, bon, ça ressemble à un truc par rapport à lui, mais je sais pas si c'est vrai. Parce que si j'ai bien compris, en 2001, il votait plutôt au LP, et en 2014, il vote plutôt de Sall, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Un truc comme ça, non? Donc il faut quand même faire gaffe, quoi. Je veux dire, c'est un mec, c'est pas super fiable. C'est pas fiable. Bah là, c'est clair. Bon, avec le coup, avec tout ce qu'on a vu, bien entendu, on peut se poser quand même quelques questions. Ouais, alors, messieurs, la question du jour aujourd'hui, elle est toute simple. En temps légitime, pensez-vous que les partis socialistes, républicains, exploseront après leur défaite, la défaite de leurs candidats après les élections présidentielles? Est-ce que, imaginons, Fillon éliminé, Hamon éliminé, PS républicain mis de côté, est-ce que ces partis risquent d'éclater, sachant qu'il y a la crise d'ailleurs dans les deux partis? Hamou, quelle est ta lecture là-dessus? Bon, ils vont éclater de toute façon, parce que déjà, enfin, ils étaient vraiment pas en bon état. Il faut savoir ce que c'est aujourd'hui le Parti socialiste. Hein. Le Parti socialiste aujourd'hui, c'est une toute petite poignée de militants, le dernier carré des élus, le dernier carré des collaborateurs d'élus, et le petit carré des gens qui espèrent un jour être élus. Ça fait vraiment pas beaucoup de monde. Et ils galèrent pour ne serait-ce que distribuer les tracts, être à la hauteur d'une campagne des élections présidentielles. Donc vraiment le PS depuis très très longtemps il est en perdition. Pourquoi? Parce qu'il y a très très longtemps qu'il n'y a plus d'idées dans ce parti. Comme je l'ai déjà dit ici plein de fois, ce parti c'est une mafia légale. Sauf que là il y a des parrains qui ont décidé d'aller signer ailleurs. Hein? Ils étaient à la Comora, ils sont partis à Drangaeta, tu vois. Et donc là je pense qu'ils vont emmener les armes et bagages, et que tu vas avoir une recomposition importante. Mais de quel ordre elle va être, je suis incapable de vous le dire, parce que je ne sais pas finalement quels vont être les scores. Et il est très probable que les scores seront beaucoup plus serrés que ce qu'on nous annonce. Donc je pense que il va y avoir un long moment de flottement avant que tout ça ne reprenne une forme. Istem, est-ce que tu penses que les deux partis, en tout cas si tant est que les candidats soient éliminés, puissent effectivement exploser? Je pense que dans le PS, oui, c'est obligé. De toute façon, le PS n'existera plus dans cette campagne d'ici un mois. On les en... Limite, Benoît Hamon passera pour un candidat bas de gamme, c'est triste à dire. Mais et dans une moindre mesure, les Républicains aussi. Je pense que c'est deux partis qui ont pris un sacré coup de vieux et qui ont été dépassés. Paradoxalement par un Mélenchon qui insuffle une sorte de souffle nouveau, même si je me répète un peu, et par un Mélenchon voilà qui récupère tout quoi. Enfin j'ai l'impression que justement on a un autre visage de la politique en France, même si le t'as dit deux fois Mélenchon, c'est-à-dire c'est Macron et Mélenchon peut-être. Non. Je sais pas. Moi, je vois bien. Ce qui est triste à dire, c'est que le renouveau s'incarne aussi par Marine Le Pen, alors que les Le Pen, ça fait 40 ans qu'ils sont dans la politique française. Ça, c'est un peu triste, mais je pense que voilà, on passe à autre chose. On est en train de tourner une page, et je pense que le PS et les Républicains, même s'ils ont changé de nom pour se donner ce petit côté Jones, font partie des chapitres passés. On va demander l'avis des auditeurs aussi au 01 40 33 9000. Manji qui nous appelle de Marseille. Salut Manji. Salut Christophe, salut Ramon, salut le deuxième invité. Je n'ai pas retenu son nom. Islam, voilà. Salut. Salut. Alors pour commencer, je voulais quand même parler de l'affaire du berger là. Aujourd'hui, il suffit de dire son troupeau par un arrêté préfectoral pour casser la dynamique de solidarité avec ce berger de Cornier à la Rivière. Ouais. Voilà. J'appelle à aller sur
le site internet de la coordination contre le racisme et l'islamophobie ou sur le comité de soutien à la berger de Cordier-à-la-Rivière pour avoir plus d'informations. Et surtout, j'appelle à une grosse mobilisation. En revenant sur le Parti Socialiste, je suis un peu pas compris en fait le coup de gueule de moi, la vie tranchée de Hamon, qui en fait il reprend la même rhétorique que les apparatchiks du Parti Socialiste, à savoir que Hamon c'était un frondeur, alors que tout le monde sait que un Premier ministre, c'est le chef de la majorité, et Valls, avec 5%, n'aurait jamais été en position de faire la politique de la France, parce que Hollande n'a pas été élu sur la politique qui était menée par, à vrai dire, c'est-à-dire, on va passer quelqu'un qui a suivi le programme qui a été vendu au peuple français pour un frondeur, c'est-à-dire pour quelqu'un qui respecte pas la règle, qui sort de la ligne, alors que en vrai, il y a une Bon, Gilles, tu peux nous la faire plus courte, ta question, ça serait bien. D'accord, voilà. Je finis là-dessus. En fait, il faut pas renverser les rôles, quoi, je veux dire. C'est Valls qui a trahi depuis le premier jour, jusqu'à à présent, et continue dans son travail de SAP. Il a toujours voulu tuer le Parti Socialiste, et maintenant il a l'occasion de le faire, tout simplement. C'était toujours faire la mesure commune, il a toujours voulu, et malheureusement, Macron, il a juste devancé les partis les plus intelligents, forcément. Il a plus juste devancé dans ce planning. Il est pris en étau, en fait. Il peut pas retourner au Parti Socialiste parce qu'il n'a jamais été socialiste. Qu'est-ce qu'il y a à voir avec ce qu'Hamon a dit dans son avis tranché? Ça n'a absolument rien à voir. Non, mais ce que dit Manji, c'est qu'en fait, Hamon n'est pas un frondeur. Le premier frondeur, c'est Valls, puisque Valls a été mis à Matignon alors qu'il a fait que 5% en primaire. Oui, oui. Bon. Alors effectivement, c'est tout à fait exact. Hein. Enfin, je veux dire, il est clair que il y a dans ces histoires de primaire une difficulté, c'est-à-dire que à partir du moment où tu fais un mauvais score, tu dois soutenir celui qui a fait le bon score, mais tu restes toi-même. Donc, si tu es en capacité de diriger, ben chasser le naturel, il revient au galop. Et c'est vrai que Valls a plus fait du Valls que du Hollande. Enfin, aussi, si toutefois ça a un sens. Mais il n'en demeure pas moins que Hamon a rué dans les brancards et a voté contre sa majorité à plusieurs reprises. C'est pour ça que j'ai utilisé le vocabulaire de frondeur. Bon, je finis juste, si vous permettez juste une petite précision. Il faut savoir que Valls a donné les fédérations les plus grandes de fédérations, parce qu'on dit toujours au Parti Socialiste se gagner à Bouches du Nord, c'est-à-dire le Nord et le Bouches-du-Rhône. Il les a donnés à la droite, parce que on se rappelle que le régional, les partis socialistes sont... et d'ailleurs, moi je dis, les socialistes, ils ont eu ce qu'ils ont tenu, ils ont eu dû achever Valls en signant une motion de censure et faire dégager son gouvernement. Ils ont joué lâchement pour gagner garder leur rémunération, si vous voulez. Et maintenant, Valls, il n'aura pas fait de cadeau, il les a tués. Normalement, dans une bataille, un traître, tu le tues de suite, parce que sinon, lui, dès qu'à l'occasion, il tuera. Monji, c'est ce que tu dis c'est pas tout à fait, c'est pas stupide du tout, puisque la motion de censure, il lui a manqué une voix pour pouvoir être présenté. Exactement. Et c'est précisément la voix de Jean-Marc Germain, qui se trouve être aujourd'hui le directeur de campagne de Benoît Hamon. Exactement, donc, ils ont joué lâchement, en fait. Donc effectivement, quand vous laissez... et je pense que tout le monde aurait compris qu'il y a une motion de censure, ça aurait fait une crise de régime, et peut-être que les choses auraient évolué différemment. Mais on est dans des crises de régime, actuellement. Mais en fait, effectivement, quand on veut éviter le conflit un peu trop, quand il éclate, c'est beaucoup plus violent. Merci Manji, salut à toi Manji. Question par mail qui m'a été posée par un certain Mohamed. On a l'habitude d'écouter Hamou depuis plusieurs années sur France Maghreb 2. Il a essayé de défendre tant bien que mal François Hollande. Est-ce qu'il a fait son choix pour l'élection présidentielle pour son vote? Honnêtement, non. Honnêtement, non. Je me demande dès même si j'allais pas voter Jean Lassalle pour être sûr qu'il aura 2 voix. Ah mais vous l'avez vu Jean Lassalle? Non, je l'ai pas vu justement. Ah il est trop fort le mec. Il est persuadé, il est en train de préparer son arrivée à l'Élysée quoi. Non, peut-être il faudrait que je le voie justement. Je serais capable. Vous savez ce qu'il a parlé? Numéro de téléphone, tu non. Après. Alors vous savez ce qu'il a dit ce matin sur RMC? Il a dit moi, j'ai l'habitude de côtoyer le danger. Je côtoie les loups. J'ai côtoyé la mort, donc je n'aurais pas peur d'aller affronter Trump et Poutine.
C'est extraordinaire. Mais peut-être il y a une petite étape juste avant, c'est d'affronter les électeurs. C'est ça. C'est pas complètement réglé. Ça. Qu'est-ce que vous attendez de ce débat à 11? Alors déjà à 5, c'était pas brillant, mais à 11. Honnêtement, j'attends rien. Mon problème est très simple aujourd'hui. Oui, c'est quoi? Soit je vote Macron parce que sur les questions d'Europe, sur les questions de laïcité, il est plus proche de ce que je raconte. Soit je vote Mélenchon parce que j'ai trouvé qu'il avait été vraiment tellement meilleur au débat que sachant qu'il ne gagnera pas, je me dis qu'il faut peut-être fortifier ce pôle-là. Non, Mélenchon. Ah oui, t'es certain? Non, je suis pas certain. Mais je me fais aussi intoxiquer par les sondages, tu vois. Sachant qu'il gagnera pas, en tout cas, il faut essayer de renforcer ce pôle. Honnêtement, vraiment, j'y vois que dalle. Et c'est vraiment, je sais pas encore. Islam? Bah tu vois, moi si j'étais pas au contact des gens qui ont été convaincus par Mélenchon, je dirais qu'il passerait le premier tour easy. Mais le problème c'est que tous ceux qui soutiennent Mélenchon, c'est des gens qui vont pas voter quoi. C'est vrai. Beaucoup en tout cas. Beaucoup, une grande partie. Mais Mélenchon a quand même préparé sa campagne depuis plus d'un an. Il est sur YouTube, présent sur les réseaux sociaux. Il a compris ce vieux monsieur quelque part. Il a rajeuni son électorat. Voilà, il a rajeuni son électorat et puis il a su à qui s'adresser quoi. Je t'assure, il dit des choses intéressantes. Par exemple, son histoire de l'écologie de la mer, c'est le seul qui en parle. Oui. Et je trouve ça absolument passionnant. Enfin, vous savez ce qui différencie Mélenchon et Benoît Hamon, notamment sur la politique étrangère. Là, ils sont pas du tout sur le même angle. Oui. Ça va faire problème. Bah oui, Hamon est pro-Atlantique, etc. Ça va faire problème et je ne peux pas m'empêcher de dire que je suis assez proche de la vision mélenchono-filonienne sur ces histoires-là. C'est-à-dire que je pense qu'on a une politique vis-à-vis de la Russie qui est une politique qui est folle. Voilà, je bon, dans un instant, on va aller en Guyane, messieurs. Donc, tu vois, c'est quand même compliqué. Hein. Il se passe des choses en Guyane et on savait que les deux ministres sont arrivés. Ouais, ils se sont fait mal accueillir, non? Pire que ça, puisque apparemment les syndicats suspendent les négociations avec les ministres. Clairement et simplement, donc on ne discute plus, c'est terminé. On y reviendra dans un instant. Pendant ce temps-là, François Hollande, lui, se balade. On en reparle. Je me trouve devant le Crédit Municipal à Clermont-Ferrand. Nadia, vous êtes une habituée du Crédit Municipal? Oui, j'ai mis des bijoux en gage. Ça m'a dépanné de 350 €. Je viens de les récupérer. Donc le Crédit Municipal, c'est simple et ça dépanne? Oui, surtout en fin de mois. Crédit Municipal, c'est simple et ça dépanne. 76 boulevard François Mitterrand à Clermont-Ferrand. Événement à Clermont-Ferrand, le vendredi 31 mars à partir de 21h à la coopérative de mai. L'association Hip Hop dans l'âme et HL Événements, avec le soutien de la coopérative de mai, présentent leur spectacle annuel à la coopérative de mai autour de la musique orientale. Au programme, le grand chanteur marocain Hamid Serrini et le groupe local de Clermont-Ferrand, La Voix du Maghreb. Tarif 12 € en prévente et 15 € sur place. Pour plus d'infos, 06 66 64 69 74 06 66 64 69 74. La soirée musicale de Clermont-Ferrand ce vendredi 31 mars à la coopérative de mai à 21h avec Hamid Selrini et le groupe La Voix du Maghreb. Un événement France Maghreb 2. France Maghreb 2 à Dijon. LGF, le grand forum, votre émission de liberté d'expression sur France Maghreb 2, vous donne rendez-vous en direct et en public le 5 avril 2017 à partir de 15h. Le compte à rebours du premier tour de l'élection présidentielle tourne à grande vitesse. Chacun exprime son opinion, soutient l'un ou l'autre des 11 candidats, quand d'autres les rejettent tous et appellent à l'abstention. France Maghreb 2 donne la parole à tous ses auditeurs tous les jours de 16h à 18h30. Ce mercredi 5 avril, France Maghreb 2 installe ses studios au café-restaurant Trinidad, place du Théâtre, 21 000 Dijon. Vous pouvez assister à cette émission en direct et en public, en présence de plusieurs invités et des acteurs actifs de la vie citoyenne, et posez vos questions. Place limitée, entrée sur inscription par SMS au 06 01 46 19 10 06 01 46 19 10. Rendez-vous ce 5 avril en direct et en public sur France Maghreb 2 à Dijon.
Le Grand Forum, merci d'être avec nous sur votre radio France Maghreb 2. Je rappelle à tous les Dijonnais et Dijonnaises qu'on débarque chez vous un mercredi 5 avril pour aller donc faire un grand forum. Ça se passera du côté du café-restaurant La Trinidad mercredi 5 avril, mercredi prochain, avec beaucoup d'invités. Et donc, amis auditeurs, vous êtes conviés à venir nous voir, nous rencontrer. On sera ravis de vous rencontrer. Alors justement, on parle de rencontres beaucoup en ce moment. Une rencontre qui a commencé avec des réunions précédées de déclarations. Ça se passe donc en Guyane. 2 ministres arrivés hier à Cayenne, ministre français de l'Intérieur et des Outre-mer, qui ce matin ont engagé ces discussions. Alors qu'au 10e jour de la grève, eh bien, les écoles de Guyane restent encore fermées. Mouvement de grogne, revendications multiples. Et les 2 responsables du gouvernement français qui affichaient un esprit de compréhension, sauf que, eh bien, coup de théâtre, les négociations sont suspendues, puisque visiblement les ministres sont arrivés peut-être pas avec assez de réponses aux attentes des Guyanais. Je rajoute que la Guadeloupe apparemment se mettrait également aussi au niveau de la grève générale, une dépêche vient de tomber. Guadeloupe, Guyane, même combat. Alors la situation de la Guyane, à Hamou, les ministres envoyés tardivement, une situation qui perdure quand même depuis plusieurs années. On parle de différents problèmes, de chômage important, de problèmes d'insécurité. La Guyane n'a plus rien à perdre visiblement. C'est difficile de vouloir garder des colonies tout en essayant de faire croire que c'est des départements. Non, c'est compliqué quoi. Vraiment très très compliqué. La situation est très très préoccupante. Il va y avoir des grèves très probablement dans tous les départements d'outre-mer parce que les situations sont explosives partout. Il y a une démographie absolument épouvantable. Il y a une très grosse démographie et les services publics ne suivent pas. Voilà, je suis vraiment très très préoccupé de ce qui se passe aux Antilles et en Guadeloupe, et je suis vraiment convaincu que cette affaire-là va durer, va s'amplifier, parce que ils n'ont pas de solution véritablement, et ça fait des années que la crise s'accroît, et entre les gens qui pensent qu'on a donné beaucoup trop d'argent aux Antilles, Guyane, et ceux qui considèrent que c'est vraiment impossible de vivre dans ces conditions, je suis vraiment très 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 inquiet. Ça va être un... En tout cas, ils avaient promis en cas d'échec donc des négociations de durcir le mouvement. Donc c'est ce qui semble se passer en tout cas en Guyane. Islam, la Guyane, on rappelle, c'est pas une île, comme l'a cru Macron. Bon, non, mais c'est, ça témoigne écoute, un petit il peu. l'a dit, je suis désolé. Ouais, bien sûr, mais ça témoigne quand même d'un manque d'égard qu'on a pour ça, parce que c'est la France en fait. Et même dans les médias, on n'en parle pas. Vous imaginez que si c'était l'Île-de-France qui était dans cette situation, là, ça ferait la une de journée mais chaque matin. Mais là, on a l'impression que c'est une petite. Tu veux dire qu'on a un comportement un peu. Bien sûr, qui est différent, qui est limite désinvolte envers envers ces départements de la France. En fait, c'est la France là-bas. Et même, il y a un manque d'égard de la part de la classe politique justement, les conditions qu'ils ont là-bas, c'est indigne de la France, tout simplement. Je vais être vulgaire, mais même dans le 9-3, c'est pas ça. Ouais. Il y a un comportement d'essayer d'avoir cet esprit colonisateur encore. Voilà, j'ai l'impression que c'est un territoire qui est administré, voilà, qu'on est de retour dans les années 40. Je pense que c'est pire que ça aussi, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de moyens qui sont mis. Sauf qu'il n'y a aucun contrôle, sauf qu'il y a des baronnies, il y a des tas d'endroits, il y a plein d'argent qui va n'importe où. Ouais. Et franchement, je suis super pessimiste. Alors, haute info en bref, on revient à la campagne électorale. Cette fois-ci, les agriculteurs de la FNSEA réunis en congrès à Brest, organisation paysanne, attendent justement d'entendre ces candidats à la présidentielle, leurs idées, leurs projets pour un secteur qui traverse une crise profonde. La FNSEA a invité les 11 candidats à présenter leur programme. Agriculteurs qui doivent être considérés comme des entrepreneurs, c'est ce qu'a dit ce matin François Fillon, le candidat du Parti Les Républicains, qui a aussi réagi à la récente mise en examen de son épouse, c'était mardi soir, dans le cadre de l'affaire de ses emplois présumés fictifs. Et 2 semaines après sa propre mise en examen, François Fillon s'est montré plutôt sûr de lui
sur l'issue à venir de la procédure. Écoutez, c'était ce matin sur RTL. Écoutez bien ce qu'il dit, c'est Madame a été intéressant. faite que cette accusation était fausse. L'accusation du caractère fictif de l'emploi. Bien sûr, il y a un nombre de témoignages considérable. Vous avez apporté les preuves bien qui sûr, permettront des au preuves juge matérielles, des preuves, des témoignages, et je vous le dis comme ça, les yeux dans les yeux, ici, jamais les juges ne pourront démontrer que l'emploi de mon épouse était fictif. Waouh, alors là, les gars, franchement, c'est un grand moment de discours de François Hollande pour ça sur RTL. Jamais, vous entendez bien, de François Fillon, pardon, jamais les juges ne pourront démontrer le caractère d'emploi fictif. Vous avez noté la syntaxe ou pas? Il n'a pas dit qu'il n'y avait pas d'emploi fictif. Il a dit jamais les juges ne pourront le démontrer. Oui, oui. Ça veut dire que je l'ai fait, mais je l'ai fait suffisamment finement pour que vous puissiez pas le caractériser. Ça renvoie au « et alors » des costumes. Ouais. Donc on est vraiment, avec François Fillon, dans quelqu'un qui assume que quand on fait de la politique, quand on est celui qu'il est, il y a une petite marge dans laquelle on peut se faufiler et à travers laquelle les juges ne peuvent pas accéder. Encore une parole qu'il aurait peut-être mieux fait il aurait fait mieux de s'abstenir pour le coup, Islem, là, parce que... Non, mais celui-là, il est sûr de lui. Le problème, c'est quand on est sûr de lui, on prête souvent à rire à l'avenir. Bon, on verra ce qui va se passer, mais il m'insupporte, lui, pour de vrai. Même quand sa façon de parler, tout ça, vas-y, bouge, c'est fini pour toi. Allez. Et au revoir. Très bien. Et à bientôt. Pendant ce temps-là, justement, autre François Hollande, il est à l'écart de la campagne, lui, ces dernières heures, a regardé plutôt de Londres. Hier, le président français s'est entretenu avec la première ministre britannique pour la presser d'agir de manière claire et constructive lors des négociations à venir du Brexit. Il s'est baladé, hein, il a été en Malaisie, il a été à Hambourg, il a été dans pas mal d'endroits. Là, François Hollande, il profite de ces derniers jours de président, hein. C'est un président. Il se fait des petites vacances, quoi. Il se fait des petites vacances, à vous ? Non, mais sérieux, il se fait des vacances ? Honnêtement, je suis pas trop en capacité d'apprécier. J'imagine que les choses étaient planifiées. C'est important aussi que le président préside jusqu'au dernier moment. La France, c'est quand même un pays qui a des collaborations bilatérales avec plein de pays. Il peut pas s'arrêter. Si il faisait rien, on dirait il fait rien, il est dans son palais. Il bouge, on dit il bouge. Bon, tu vois, moi à un moment, je pense que je lui fais crédit. J'imagine qu'il fait ce qu'il doit faire au mieux qu'il peut. Bon, autre info en bref, avant de passer au j'aime ou j'aime pas. Ankara aujourd'hui, Bruxelles demain, le secrétaire d'État américain Rex Tillerson en Turquie, où il s'entretient avec le président Erdogan. Rencontre centrée sur la lutte contre Daesh. Visite précédée de quelques heures seulement de cette annonce par Ankara de la fin de l'opération militaire turque dans le nord de la Syrie, lancée en août dernier, l'opération Bouclier d'Euphrate, visait à éloigner les terroristes du groupe de Daesh, mais aussi les Kurdes de Syrie, de la frontière turque, zone tampon qui aujourd'hui existe en partie, mais selon le chercheur Thomas Pierrette, eh bien la concrétisation des ambitions turques, cette fois pour le fief de Raqqa, cette concrétisation devrait être beaucoup plus délicate selon lui. Et puis pour ajouter la Syrie, plus de 6 ans de guerre, le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés l'annonce aujourd'hui, la barre des 5 millions de réfugiés a été franchie. Le HCR indique que 3 millions de ces réfugiés syriens se trouvent actuellement sur le territoire de la Turquie. Je voulais réagir ou pas, pas de problème, on passe à autre chose. Ankara en Turquie, Ankara en Guyane, là, tu vois, tout le monde est bien là. Ouais, c'est clair. Et puis alors, avant de passer au j'aime ou j'aime pas, cette annonce elle est importante et elle va vous intéresser messieurs. L'annonce enfin du CFCM, le Conseil français du culte musulman, il va publier une charte de l'imam, un document assigné par les imams, donc certifiant leur attachement aux valeurs de la République, leur attachement également à un islam de tolérance. Une idée qui était née d'ailleurs il y a plus d'un an à la suite des attentats pour lutter précisément contre les discours radicaux dans certaines mosquées. Cela faisait des mois que le projet était sur la table, donc cette idée d'une charte que devraient signer en tout cas les imams officiant dans l'Hexagone, un texte dans lequel l'instance représentative des musulmans de France, le CFCM donc, et Anouar Bibesh, son président, souhaite mettre en avant un certain nombre de valeurs. Il s'en explique. Ces valeurs déjà, c'est l'attachement à un islam ouvert et un islam respectueux des règles de l'islam du juste milieu. Ça, c'est sur le plan religieux. Et puis sur le plan désiré de vivre ensemble, l'engagement de l'imam et des reporters
je dirais, d'un discours et d'une action qui soit respectueuse des valeurs de la République, quoi. Anouar Pibech, donc le président du CFCM, le but c'est de lutter surtout contre les discours radicaux tenus dans certaines mosquées. Initialement, cette charte devrait également comporter un volet théologique et garantissant la bonne formation de l'imam. Cela ne figure pas dans la nouvelle mouture présentée hier, mais ce n'est que partie remise, promet Anouar Pibech. Bonne ou mauvaise initiative à Moubouakaz? Alors moi, ma question, c'est est-ce que Manuel Valls va signer la charte? Parce que s'il la signe, c'est quand même chaud. Et puis je me dis, si Manuel Valls respecte pas la charte des primaires, qu'est-ce qui obligera un imam à respecter la charte des imams? Non, mais pourquoi pas? Enfin, tu vois, pourquoi pas? J'imagine qu'il va pas mettre dans sa charte, je respecterai pas la République, tout ça. Non, bon, why not? C'est mieux que si c'était pire. Ouais. Islam? Bah, pour le coup, oui, ça part d'une bonne intention, donc on va pas, voilà. Mais pour le coup, pardon, je trouve pas ça très très laïque, étant donné que l'État n'est pas censé interférer, il me semble, dans les affaires religieuses, selon les articles de la laïcité de 1901. Donc je sais pas. Après, oui, c'est vrai que parfois on a toujours ce pote du quartier qui nous sort des histoires de ouf en disant ouais, non mais c'est l'imam qui m'a dit ça. Mais ouais, mais c'est qui ton imam? Ça permettrait au moins d'avoir une certaine transparence et de mettre la lumière sur la formation de ces prédicateurs. J'espère que j'ai bien compris, mais il me semble que l'État n'a rien à voir avec cette charte. C'est juste les moi j'ai imams entendu qui ça, vont... mais Non, l'État n'a rien à voir avec cela. C'est cela dit, en tout cas, l'État aide à ce que les choses se fassent et je dirais voilà. C'est juste ça qui me dérange, quoi, voilà. Ouais, moi je voudrais que une espèce d'ingérence quelque part. Non, mais justement, on nous parle de laïcité à H24. J'aimerais bien que le principe de laïcité soit respecté jusqu'au bout et dans toutes Mais ces... est-ce que l'État actuel de la communauté musulmane de France est-elle capable de s'organiser toute seule? Pas sûr. Pas sûr, ouais, c'est vrai. Ah c'est bon vrai, ouais, je sais pas. Non, mais bon, ça, de toute façon, l'État qui se mêle pas de religion, c'est à peu près comme, je sais pas moi, l'agriculteur qui arrose pas son champ, quoi, tu vois. Ça, c'est... Ah oui, d'accord, jusque-là quand même. Oui, très bien. Non, j'irai pas jusque-là. Bon, allez, on va passer au j'aime ou j'aime pas, messieurs. C'est parti, musique. Nicolas Dupont-Aignan qui demande de manière solennelle à ce que le débat du 20 avril sur France 2 soit maintenu. J'aime pas, je m'en fous. Je le comprends. Ouais. Qu'est-ce que tu veux, lui, il a été zappé du débat à 5. Il faut absolument qu'il existe, sinon il va pas faire 5%, ça va lui coûter cher. Islam? Je m'en fous, il veut refaire son buzz encore, voilà. Ouais, après être passé chez TPMP, Adna, tout ça, machin, voilà. 2 pompiers de Paris, messieurs, sont en garde à vue parce que ivres ils étaient et ils ont incendié des poubelles. Oh, c'est pas bien. Bon, on a tous fait des petites bêtises, allez, on va pardonner. Très bien. Human Rights Watch qui demande à l'ONU de prendre des sérieuses sanctions contre l'Arabie Saoudite qui tue des civils et des enfants au Yémen. Ah bah par exemple, tu vois, ça c'est un truc qui est bien parce que la première sanction c'est on arrête de leur vendre des armes. Mais dans ce cas-là, le ralliement de Le Drian à Macron vaut moins cher. Tout communique avec tout, hein. Alors l'appel de Human Rights Watch, Islam? Bah j'aime, mais c'est un coup d'épée dans l'eau, je pense. George Michael. C'est qu'en Arabie Saoudite, les coups d'épée, c'est dans les crânes. Hein, c'est ailleurs, oui, absolument. Ah ouais. George Michael a été enterré hier, messieurs, à Londres. Ah bon? Mais il est mort il y a déjà longtemps, non? Oui, absolument. Il y a 3 mois. Qu'est-ce qu'ils en ont fait pendant tout ce temps-là? Ah, je sais pas. Il a été enterré en toute discrétion à Londres hier. Ah, en tout cas, toute discrétion, tout le monde le sait maintenant. Voilà, c'est ça. Automobilistes français, tiens, pour ceux qui conduisent et qui prennent la voiture. Il y a une étude qui a révélé que les conducteurs cumuleraient en moyenne plus de 8 fautes par trajet de conduite. 8 fautes de conduite. Ah bah, moi je suis à plus de 20 fautes, moi, on va dire que j'augmente la moyenne. Ouais, j'aime, c'est des infos qui sont censées nous faire prendre conscience que le code de la route il se respecte pas que pendant l'examen du permis. C'est vrai. Et le comportement est à dénoncer. La courtoisie surtout. Ici, oui, la courtoisie. Bon, Amou, t'as jamais conduit forcément. Il faut vraiment faire gaffe, quoi, parce que il y a des passagers à côté, il y a des enfants, donc c'est vrai qu'il faut conduire, c'est pas rien, quoi. Faut être prudent. Ouais. Absolument. Puis tiens, pour terminer, dans le j'aime ou j'aime pas, l'Algérie comptait 29,5 millions d'abonnés à Internet mobile fixe en Algérie en 2016 contre 18 millions en 2015, soit une augmentation de 10,5%. Ah non, c'est beaucoup plus que ça. Si on passe de 18 à 29, c'est beaucoup plus que 10%.
J'ai 18. J'ai 10,5% alors le mec qui a fait l'article. Ah, le mec, à mon avis, il a fumé. Oui. 29,5 en 2016 et 18 en 2015. Ah non, c'est pas possible, frère. Ça fait 40% d'augmentation. Bon, bah voilà. En tout cas, l'augmentation est considérable. Donc j'aime pas, parce que là, faut pas déconner quand même. Faut savoir ce qu'on raconte. Oui, mais en tout cas, le fait qu'il y ait beaucoup plus d'intérêt envers Internet, etc. en Algérie et en Maghreb d'ailleurs en particulier, c'est une bonne chose. Bah, sûr que c'est bien. Moi j'aime parce que j'espère que ça ramènera un peu plus d'ouverture à ce pays. Et puis comme ça, les vidéos de Islam sur Facebook, plein de gens vont les voir. Exactement. Alors. Voilà. C'était le j'aime ou j'aime pas, messieurs. On va passer maintenant au coup de cœur. Coup de cœur de Islam et Hamou Bouakas, qui j'espère en a un. France Maghreb 2. Le coup de cœur. Islam, au moins t'en as un, toi. Ouais, j'en ai un. Elle devait être là, mais malheureusement elle n'est pas là. C'est la dessinatrice et même c'est le collectif, on va dire le duo de dessinatrices Desperate Blédard que j'aime beaucoup. C'est vous pouvez les suivre sur. Ah, vous rigolez. Vous. C'est cool, ça. Comment? C'est cool ça. C'est cool, ouais. Vous pouvez les suivre sur Instagram, sur Facebook ou même sur Snapchat, c'est Desperate Blédard. Voilà, ils font des dessins super marrants, super drôles et moi j'ai kiffé, donc voilà, je partage. Très bien. Amo, un petit coup de cœur. Allez, un petit coup de cœur pour Maghrebzine, le 16 avril, péniche de la gare, dans le 13e, il y aura de la meuf, il y aura de la... Ça va être un kiff total. Et Islam, avec ses vidéos, qui sera présent pour me filmer quand on va me jeter à la baille, parce que quand même ils en ont un peu ras-le-bol. Non mais il va se passer quoi clairement? Ouais, ça va danser, ça va se réseauter, ça va draguer, ça va être bien. Il y aura du Canada Dry. Ça va être trop bien. Très bien, donc le 16 avril c'est ça? Ouais. Maghrebzine, c'est quoi? C'est pour des rencontres célibataires, c'est ça? Bah, un peu célibataire. Qu'est-ce que tu fais dans ce genre de soirée? Mais parce que moi c'est pour remettre les gens en relation, toi. Ouais, t'es l'agent. Ouais, puis sur un malentendu, bon bah des fois voilà, tu te mets en relation toi. Ouais, c'est ça. Ouais. Merci messieurs, dans un instant, Libertad, France Maghreb 2, 01 40 33 9000, amis auditeurs, vous allez pouvoir nous appeler pour nous dire ce que vous voulez. Prénom et ville d'appel, je ne sais pas ce que vous allez nous dire, mais à vous de nous le dire. Si vous avez un truc à dire, un vrai, vous pourrez nous appeler dans un instant. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le Grand Forum, on est de retour messieurs dames avec Amou Bouakaz et Islam Selik, vous allez pouvoir engueuler là, faites-vous plaisir, tranquille, vous nous appelez 01 40 33 9000 puisque la liberté a sonné à la porte de France Maghreb 2. Libertad 01 40 33 9000. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Mohamed de Paris. Bonsoir Mohamed. Dites-moi, c'est bien Hamou, il a bien dit qu'il hésitait entre Mélenchon et Macron. Oui, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure, oui. J'ai dit quoi là, parce que d'accord. Il paraît que t'hésitais entre Mélenchon et Macron, c'est ce que t'as dit tout à l'heure. Ouais. Oui. Donc vous hésitez entre l'ultralibéralisme et le type de gauche, quoi. Oui, je reconnais, c'est pas bien. C'est logique surtout. Ça n'a aucun sens. Mais bon, c'est votre choix, monsieur. Il n'y a pas de problème. Hein. Non, mais je vais vous expliquer. Cette campagne elle-même, elle a aucun sens. Regardez, si je prends thème après thème, bon, sur la question de la laïcité, par exemple, bah moi, je me sens plus près de la position de Macron que de celle de Mélenchon. Vous voyez? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de différence? Bah, la différence, c'est que Mélenchon, par exemple, il est contre que les villes facilitent la construction de mosquées, par exemple. Ouais, parce qu'il est laïque, justement, parce qu'il pense que l'État n'a rien à voir avec le religieux. Oui. Il faut la séparation des deux. Et justement, c'est pour ça qu'il a dit que lui, il serait contre le concordat, qu'il y mettrait fin. C'est le seul qui a attaqué la religion dominante. Mais moi je dis qu'aujourd'hui, la position des musulmans est telle que sans construire de mosquées, il est bon que les villes fassent des boues amphithéotiques et facilitent la création de salles de prière. Sinon, les gens ils iront prier dans les caves. Ça, c'est ce que pense Macron, par exemple. Tu vois? Oui. Et alors, un autre point dans l'autre sens. Un autre point dans l'autre sens. Moi, je suis beaucoup plus proche de Mélenchon sur les questions écologiques. Je pense que c'est une connerie de continuer avec le nucléaire. Je pense que ça nous pètera à la gueule, ça. Tu vois, ça... Mais je pense qu'il faut hiérarchiser les priorités. Alors voilà, c'est mon problème. Qu'est-ce que je préfère? Si nos parents sont venus en France, s'ils ont immigré, s'ils ont choisi de vivre en France, quel a été le premier critère? Est-ce que ça a été la laïcité ou l'économie qui a trouvé du boulot? C'était de manger. Manger. Eh ben là, nous, notre priorité, ça doit être d'abord l'économique. Alors l'économique. Vivre décemment de son travail, vous voyez, la solidarité, etc., économique. Mais l'économique, si vous voulez, là aussi j'ai une difficulté avec Mélenchon. Moi, je suis pas de ceux qui pensent qu'on va pouvoir peser sur l'Europe et on va pouvoir s'affranchir de la dette. Je pense que quand il va vouloir proposer son plan B
aux autres pays d'Europe, ils vont lui dire fuck, il va être obligé de sortir de l'Europe ou bien de faire comme les Grecs. Et donc, si tu veux, c'est ça mon problème, c'est que je suis pas du tout sûr qu'il va pouvoir mettre en œuvre sa politique. D'accord, mais je vous parle des grandes idées économiques, mettre frein aux privilèges, entre la disparité, les inégalités, etc. Mélenchon, le privilégié, qui me parle de ça. Et oui, bien sûr, on peut en parler, mais moi je suis bien placé pour vous dire que il y a loin de la coupe aux lèvres. Marx et Engels étaient des privilégiés à la base. Hein. Pardon? Marx. Oui. Et Engels étaient des privilégiés. Non, pas eux qui ont comment? Non, Marx, c'est pas un privilégié, il a galéré. Ah si, monsieur. Non. Attends, Marx, il a payé le prix fort de ses convictions. Non, il a épousé une femme qui était de la haute, mais lui-même, il n'était pas. Lui-même, il était issu d'une femme de la bourgeoisie, monsieur. Bah, pas de la grande, alors. Comment? Je sais pas, c'est Jacques Attali qui me l'a dit. Non, je déconne. Non, mais moi, c'est pas Jacques Attali. Je lis pas ces merdes. Bon, il a écrit un Karl Marx. Je plaisante pas. Mohamed, merci beaucoup. Bon, t'as pas réussi à le convaincre, hein. Bon. Non, mais par contre, Mohamed, ça m'infléchit. Comme dirait Delanoë, j'aime bien ce que vous dites parce que ça m'influence. Merci Mohamed. Salut, à bientôt. Au revoir, à bientôt. On n'a plus de nouvelles de Bertrand, à part qu'il nous a dit qu'il sera lié à Macron, lui. Depuis la semaine dernière. Je vais vous dire un truc. Oui. Je peux pas être sûr de grand chose. Hein. Oui. Mais s'il y en a bien un qui l'a fait sans aucune espèce de calcul, c'est bien lui. Bah oui, de toute façon, il a rien à perdre. Il a rien à gagner, rien à perdre. On lui a proposé 3 fois d'entrer au gouvernement depuis 2014. Il a refusé 3 fois. C'est pas maintenant qu'il va vouloir. Hein. Très bien. Allô, bonsoir. Et bonsoir, Kamal de Paris, s'il vous plaît. Bonsoir. Oui, bonsoir à tout le monde. Simplement, ce que je tiens à dire à propos du Chinois qui est mort dans le 19e. Ah oui, c'est vrai ça. Il faut que les gens comprennent que cette personne a des problèmes un peu psychiatriques et déjà par le passé, il a balancé une télé par l'immeuble. Donc, ce que je reproche aux policiers, c'est d'avoir ciblé le cœur. C'est-à-dire, quand on est en danger, on a une légitime défense. Malheureusement, le policier a fait une erreur en tirant en plein cœur. Je reviens sur... C'est des erreurs qui se payent cher. Hein. Moi, je comprends pas. Il y a deux courants de gauche qui sont d'extrême, Mélenchon et Benoît Hamon. Je ne comprends pas pourquoi ils s'unissent pas. Parce que je peux vous dire que, moi, à mon avis personnel, si le problème qui résiste, si il va y avoir Fillon et Le Pen au deuxième tour, même si je suis sûr que Madame Le Pen ne passe pas le premier tour, les gens ils vont hésiter à faire le truc républicain parce qu'ils disent voter Fillon, impossible avec les affaires, voter Madame Le Pen, on va se trouver avec un point d'interrogation qui est vraiment ça me fait peur, voilà. Mais Madame Le Pen, quand elle parle au peuple, on dirait Madame Arlette Laguillet, c'est une milliardaire, une bourgeoise comme cette dame-là qui possède un appartement et une maison, un manoir du côté de Saint-Cloud. Vraiment, les gens, il faut qu'ils se réfléchissent avant de voter pour cette dame. Merci, bonne soirée. Juste pour apporter des nuances par rapport à l'affaire effectivement du monsieur qui a été abattu par la police. Moi, j'irai pas aussi sur ce terrain-là. On a peu de certitudes. Il y a beaucoup d'interrogations sur cette affaire. La famille dément la version policière. En tout cas, la police qui a tiré, c'est sûr. Tu vois. Mais soyons prudents et n'allons pas tout de suite ne faisons pas du BFM TV. Non, mais par contre, je suis assez, comment dire, c'est malheureux parce que c'est un mort de plus. Bien sûr. Mais que la communauté chinoise se sente elle aussi associée dans toutes ces histoires de lutte contre le contrôle aux faciès et tout ça. C'est peut-être le mal pour un bien qui va sortir de cette affaire-là. Et la réaction de Pékin, vous avez suivi Pékin? Ouais, il rigole pas, hein. C'est pas comme les nôtres. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir à tes invités, bonsoir aux auditeurs, auditrices. Kamel. Alors Kamel, t'as entendu Hutchison ou pas? Allô? T'as entendu Hutchison tout à l'heure à 5h? Oui, j'ai entendu Hutchison, oui. Tout à fait. Bon, allô, je voudrais tout simplement dire que, puisqu'on approche de l'heure des bilans, mon cher Christophe, et à tous les auditeurs qui nous écoutent, on approche à l'heure des bilans. Ouais, des bilans de ceux qui sont venus nous déverser à l'antenne, sur cette antenne, mais sur d'autres aussi, qu'il fallait impérativement suivre Hollande, suivre le Parti Socialiste, etc., etc. Je crois qu'on est face à un moment dans nos vies des uns et des autres à devoir rendre des comptes. Et moi, je voudrais qu'à un moment sur cette radio,
vous repreniez un peu tout ce qui s'est dit. Moi, je l'ai fait en enregistrant les émissions, des interventions d'un certain nombre de personnes et personnalités, pour justement, à un moment, confronter ce que certains ont dit ou ce que certains ont voulu amener notre communauté en promettant monts et merveilles, etc., etc. Je crois que c'est nécessaire pour tous d'avoir cette lecture, pour que finalement nous ne continuions pas à être pris pour les idiots utiles de cette affaire, et que les uns et les autres qui viennent dans ces radios communautaires déverser des inepties à longueur d'année, eh bien puissent rendre un jour des comptes. Mon cher Christophe, en tous les cas, moi je compte sur toi pour que tu puisses à un moment ou à un autre, avec Tarek, faire ce bilan de ceux qui ont tenté de nous flouer quelque part en nous présentant tel ou tel parti comme étant celui qui allait sauver, amener à notre communauté. On a bien compris, Kamel. Finalement, on s'aperçoit aujourd'hui, en approchant ces bilans, eh bien que tout ça n'était que de l'enfumage. Je le souligne parce que je fais partie de ceux qui demanderont des comptes à tous ces gens. Ok, bon, merci Kamel. Merci Christophe, infiniment. Tes oreilles ont sifflé à vous, non? Honnêtement, moi il a tourné un peu autour du pot quand même, Kamel. Là. Je sais pas ce qu'il voulait dire, mais j'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. J'espère que j'ai essayé de flouer personne. Bon, ici nous on vient à l'œil, hein, tu sais, on vient entre potes. On n'essaye pas de peser plus que ce qu'on pèse sur la communauté. On essaie de défendre des convictions, on le fait avec cœur. Et moi j'ai toujours dit ici comme ailleurs que toute ma vie je me suis trompé et j'ai toujours appris de mes erreurs. Donc après, voilà. Après ça, ok. Bon. Je vous dis, j'espère que j'ai pas fait trop de mal. 01 40 33 9000, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, prénom et ville d'appel. Ali de Paris. Oui, Ali, qu'est-ce qui se passe? Le chinois c'est un terroriste, hein, parce qu'il y a des dialogues qu'on parle en mandarin. J'ai entendu. Comment? Les dialogues qu'on parle en mandarin. Ah, c'est chaud là. Ah ouais. Oh, il a grave son calme. Il a fait Yang Chong Chong. Oh, le pauvre. Très bien. Et c'est censé être drôle en plus. 01 40 33 9000. Bon, si vous avez un truc à dire. Non, mais c'est un mec qui a voulu faire de l'humour, tu vois. Une blague. Une blague. Okay, bon. Voilà. Non, mais voilà, des fois, il faut les travailler, les blagues. Vous savez, ça s'apprend, hein. Tout le monde n'a pas le talent, hein. Voilà. 01 40 33 9000. Allô, bonsoir. Allô. Salut Christophe. Salut à toute l'équipe France Maghreb 2. C'est Abdel d'Orléans. Salut Abdel. Salut Abdel d'Orléans. Salut auditeurs, auditrices. Bon, voilà, je voulais juste parler de nos socialistes là. Moi, je pense qu'il y en a un qui va être obligé de mettre la tête, le bras, le corps en avant. Moi, je pense que maintenant, personnellement, vu la place de Mélenchon, il faudrait que Hamon cède et propulse Mélenchon. Bah, t'as entendu l'avis tranché. T'as entendu l'avis tranché de Hamou Bouakaz qui va dans ce sens. Il appelle, voilà, parce que moi, je pense que maintenant, il va falloir faire très vite. Parce que Valls, le traître, comme on dit, lui, on sait très bien comment il était créé, comment il était formé, son double jeu, son double discours. Lui, il va où le vent l'emmène, hein, partout où il y a de la thune. Donc Macron, pur produit de Rothschild et de la finance. Donc ce mec-là, il a atterri, on sait même pas d'où, il a aucune expérience politique, il a pas la carrure, il a rien. Il a débarqué comme ça et on va croire à ce mec-là. C'est pas possible, c'est pas possible. Il a été ministre, Macron, il a une expérience quand même. Hein, il sort pas de nulle part, Macron, il a une expérience, il a fait l'ENA. Non, mais justement, il sort pas de nulle part. Faut arrêter de dire ça. Il faut arrêter de dire que c'est un produit de Rothschild parce que c'est pas Rothschild qui le finance non plus. Dans la politique. Non, dans la politique, parce qu'en fait, on dit beaucoup de trucs sur Macron. Je prends pas sa défense. Là, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Mais à chaque fois, tout le monde nous sort, oui, Macron, il sort de nulle part. Il vient de Rothschild et tout. Rothschild, il a travaillé là-bas. C'est pour ça qu'il s'est fait repérer, justement. Oui, mais les gars de la finance, ils nous font très très mal. Les pauvres encore plus pauvres, eux encore plus riches. C'est ça le problème. Ils distribuent un petit peu de miettes. C'est pas le rapport, c'est pas le débat justement. Mais faut arrêter de dire justement que Macron c'est un gars qui sort d'une part, il sort de quelque part justement. Et c'est pas parce qu'il est jeune qu'il sort d'une part. C'est mon avis, hein, personnellement. Oui, bien sûr, je le respecte. Attends, excuse-moi, juste te coupe de petites secondes. Moi, je vais juste te dire une chose. Ce gars-là, personnellement, il me fait très peur. Parce que vu les discours qu'il a eu par le passé. Et là, comment il retourne sa veste, c'est pas cohérent avec ce qu'il veut faire aujourd'hui. Qui, Macron? Et ouais, il est propulsé par des gens dont on ignore on sait même pas d'où ça vient. Mais moi, je sais que c'est une petite bombe à retardement, ce gars-là. Il y a plus de droite aujourd'hui, personnellement. Il y a plus de gauche. Et ce gars-là, il tire partout. J'ai pas de droite, j'ai pas de gauche, et je veux prendre ma place. Et je vais la prendre en tant que. Il a pas de droite, il a pas de gauche. Non. Abdel, ce que tu dis est vachement intéressant. Parce que, tu vois, moi, je voudrais prolonger. Tu dis, ce type, il sort de nulle part. Ouais. Et sauf erreur des sondages, qui est tout à fait possible, ce gars qui sort de nulle part, qui a encore quelques mois était un inconnu au bataillon ou quasiment, il risque de faire plus de 20% des voix. Ça veut dire que ce pays
est disponible pour n'importe quelle aventure. Ça, c'est super stressant. Parce qu'on est en détresse. On est en détresse. Voilà, mais donc niveaux. tu vois. Donc je me dis, quand tu vois les taxieurs qui se battent, Macron il nous a fait mal par le passé déjà par sa politique avec Hollande. Il a trahi Hollande, il s'est barré. Aujourd'hui Valls il trahit Hamon qui se fait trahir. Et après Valls qui fout le camp du côté de Macron. C'est la débandade. Ouais, mais c'est la débandade. Mais il sort pas de nulle part, Macron. Faut arrêter de dire ça. Moi je suis pas d'accord avec Macron. Il sort de nulle part. Il sort pas de nulle part. Bon, merci Abdel. Ouais, bah écoutez les gars, bonne soirée à tous et auditrices. Faites votre choix, mais faites très attention. Macron, c'est pas le micron, hein. Il va faire des dégâts. Pour moi, personnellement. Salut Abdel. Libertad. Voilà, bon, c'en est fini. Oui, absolument. C'en est fini pour ce soir et pour la Libertad, bien sûr. Retour demain sur France Maghreb 2. Monsieur Bouakaz, merci. Merci à vous. Et à très vite. Monsieur Istab Seli, merci beaucoup. Merci à toi. À très vite, messieurs. Dans un instant, Amar pour l'éphéméride. Demain, on sera avec Hakim Ral sur France Maghreb 2 entre 16h et 18h30. Et demain, on essaiera de vous donner un peu plus la parole. On fera une grosse libre antenne pour nous dire un petit peu votre ressenti autour de ces différentes polémiques qu'il y a eu ces dernières semaines. Et Dieu sait qu'il y en a eu. Allez, bonne soirée à tous. Tout de suite, le rappel de l'actualité. Marine Garel, bonsoir. Bonjour à tous. Cette alerte enlèvement toujours en cours pour retrouver Vicente, un garçon de 5 ans et demi qui a été enlevé hier par son père dans un camp de gens du voyage à Clermont-Ferrand. Père détenu, en fuite, considéré comme violent. L'enfant mesure environ 1 mètre. Il a les cheveux châtain courts et porte des lunettes de vue. Sa mère était présente hier lors de cet enlèvement. Elle a été frappée avec une arme. Politique et le dernier débat d'avant-premier tour, initialement prévu sur France 2 le 20 avril, aura-t-il bien lieu? Jean-Luc Mélenchon a annoncé qu'il ne pourrait pas s'y rendre en raison d'un calendrier trop chargé, tandis qu'Emmanuel Macron ne semble pas très emballé. De son côté, François Fillon a déclaré aujourd'hui que si Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon ne vont pas à ce débat, ça n'a aucun intérêt. Ils sont plus de 15,5 millions en France. Les retraités sont une nouvelle fois appelés à manifester aujourd'hui pour obtenir une revalorisation de leur pension. Les ministres de l'Intérieur et des Outre-mer sont arrivés hier en Guyane. Ils vont tenter de trouver une issue à la crise qui paralyse ce territoire français depuis une semaine. Par ailleurs, un avion d'Air France a décollé d'Orly ce matin en direction de Cayenne avec 220 passagers à bord. Une première depuis samedi en raison de la grève générale en Guyane. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la dépression est désormais la première cause d'incapacité dans le monde, touchant 322 millions de personnes. Cette maladie n'est quasiment pas prise en charge par de nombreux pays, s'inquiète l'OMS. Dans les pays les plus riches, seule la moitié des patients atteints de dépression sont accompagnés. Après le lancement du Brexit, place négociation. Ce sont 3 ministres proches de Theresa May, la première ministre britannique, qui s'en occupe. La presse britannique les surnomme déjà le gang du Brexit. Aujourd'hui, le changement climatique pèse plus lourd que la pêche sur l'écosystème. Résultat d'une étude que publient les chercheurs qui ont compulsé plus de 60 années de données sur les espèces et le fonctionnement de la mer Méditerranée. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.